Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter la méthodologie de Box et Jenkins à l'aide d'un exemple de la série du produit intérieur brut de Australia. Rappelons un peu la méthodologie de Box et Jenkins. Cette méthode suppose tout d'abord qu'il faut analyser le graphique, analyser la saisonnalité, tester à l'aide du test de Dickey-Fuller la stationnarité, voir si notre processus est un processus TS ou DS. Donc, si c'est un processus DS, il faut faire la différence première. Si nous avons un processus TS, donc il faut éliminer le trend. Une fois que la série est devenue stationnaire, dans ce cas-là, il faut analyser les corrélogrammes, déterminer ou bien identifier le processus ARMA. Ensuite, une fois que nous avons identifié le processus, il suffit de faire l'estimation des paramètres, supprimer les coefficients qui sont non significatifs. Ensuite, tester si les résidus sont des bruits blancs ou non. Si les résidus sont des bruits blancs, c'est bon, on va faire la prévision. Sinon, il faut revenir à l'étape d'identification du modèle. Donc, on va ouvrir le logiciel eViews et on va introduire nos données. Donc, on va prendre File, New, Workfile. Ensuite, on va mettre la date de la série temporelle, de quelle année vers quelle année, la date de début et la date de fin. OK, nous allons obtenir cette fenêtre. Maintenant, il faut introduire la base de données. Une fois que la base de données est introduite dans le logiciel eViews, il suffit de faire le traitement. Donc, on va tout d'abord commencer par déterminer le corrélogramme et le graphique de cette série. On peut remarquer que la série, elle est évolutive, elle est non stationnaire. De même, à l'aide du corrélogramme, on peut voir que les autocorrélations décroît lentement, sont très élevées, décroît lentement. On peut observer ici de 0,98, 0,97, 0,95. La fonction d'autocorrélation ici, elle est en train de décroître lentement. Elle est très proche de 1. Pour la fonction d'autocorrélation partielle, on remarque qu'il s'agit d'un pic qui est très significatif, 0,985. Donc, ça confirme que notre série est une série qui est non stationnaire. Pour vérifier cela, il faut faire le test de racine unité de Dickey-Fuller. Donc, on va passer à voir la statistique de test de racine unité. On va obtenir cette fenêtre. On va choisir l'ordre P. Ici, c'est le test de Dickey-Fuller augmenté. On va choisir le modèle 3. Nous avons dit que pour tester le test de Dickey-Fuller, il faut commencer par le modèle 3. Le modèle 3 consiste à un modèle qui contient à la fois la constante et le trend. Et on va mettre OK. Les résultats de l'estimation sont les suivants. Commençons tout d'abord par voir le coefficient du trend. Est-ce que ce coefficient, c'est un coefficient qui est significatif ou non? Il ne faut pas ici passer à student, mais plutôt il faut comparer la valeur avec celle de la table de Dickey et Fuller. Donc on compare la statistique de T. Voilà, ici c'est la statistique de T qui est 1,82, qu'on va la comparer non pas à la table de Student, mais plutôt à la table de Dickey et Fuller. Cette valeur est inférieure à la valeur critique, donc elle est non significativement différente de 0, donc on passe au modèle 2. Le même principe ici, donc au lieu de cocher trend et intercept, on va cocher seulement le cas où nous avons un modèle qui est avec constante, ce qui correspond au modèle 2. L'estimation nous donne le résultat suivant. On va voir le coefficient de la constante, si elle est significative ou non. On peut remarquer ici que 2,4 est inférieur à la table de Dickey et Fuller, qui est de l'ordre de 2,5. Ce coefficient, il est non significativement différent de 0. Il faut alors passer au modèle 1. Ici, il faut cocher non, c'est-à-dire on n'a ni constante ni trend. Le résultat est le suivant. Dans ce cas, il faut passer directement à voir le test de Dickey et Fuller. Voilà ici, on observe le test de Dickey et Fuller. On va comparer cette statistique avec les valeurs de Dickey et Fuller. Ici, ce sont les valeurs critiques de Dickey et Fuller
pour le risque 1%, 5% et 10%. On peut observer que la valeur de la statistique de Dickey et Fuller est supérieure aux valeurs critiques. Si on choisit par exemple risque 5%, donc on peut voir que c'est supérieur au risque 5%. De même, cette valeur est supérieure au risque 1%. Donc il s'agit d'un processus DS, marche aléatoire sans dérive. Il faut passer à stationnariser la série en faisant alors la différence première. Voilà, on va prendre la série moins cette série moins 1. Ça, c'est la série différenciée. On va maintenant essayer de faire la même démarche. On va déterminer le graphique, le corrélogramme et reprendre le test de Dickey et Fuller. On peut observer que la série est devenue plus stable. Elle est a priori stationnaire autour de la moyenne. De même, concernant le corrélogramme, concernant la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle, on peut remarquer ici que ces coefficients sont devenus plus faibles, ils ont diminué par rapport à tout à l'heure. A priori, la série elle est stationnaire, mais ce n'est pas suffisant, il faut appliquer le test de Dickey et Fuller. On va appliquer le test de Dickey et Fuller sur le modèle 3 pour voir est-ce que le coefficient du trend est significatif ou non. Voilà, on va prendre la statistique T et on va la comparer par rapport à 2,79. Il est à signaler ici que 2,79 c'est la valeur critique pour le cas d'un modèle qui est avec constante et trend. Donc à chaque fois que vous voulez comparer le coefficient du trend, la statistique du coefficient du trend avec une valeur critique, cette valeur critique de la table de Dickey et Fuller est 2,79. Puisque ce coefficient il n'est pas significatif, on va passer au modèle 2. Le même raisonnement, maintenant, on va essayer de comparer la valeur de la statistique de la constante par rapport à la valeur critique de la table de Dickey et Fuller qui est 2,5. On observe qu'on rejette l'hypothèse de racine unité. Donc la procédure s'arrête ici. Il s'agit d'un autorégressif avec constante. Une fois que la série est devenue stationnaire, maintenant il faut identifier le modèle ARMA en utilisant bien sûr la méthodologie de Box et Jenkins. On va estimer alors le modèle autorégressif. Voilà la commande eViews. On essaie de voir le coefficient de l'autorégressif d'ordre 1. On remarque que c'est inférieur à 5%, donc le coefficient est significatif. A priori, il s'agit d'un modèle autorégressif d'ordre 1. Bien sûr, on peut vérifier ça même à l'aide du corrélogramme. Voilà. Pour le corrélogramme, on remarque ici que pour la fonction d'autocorrélation, c'est décroissant et pour le cas d'autocorrélation partielle, il y a un pic significatif. Analysons donc le résidu, puisque a priori, il s'agit d'un modèle autorégressif, mais on ne peut confirmer, on ne peut valider ce modèle que si les résidus sont des bruits blancs. Effectivement, on peut observer ici que les fonctions d'autocorrélation sont à l'intérieur de l'intervalle de confiance. D'après la statistique de Box-Pierce, on peut voir, ici c'est la significativité de la statistique de Box-Pierce, on peut remarquer que cette probabilité est supérieure à 5%, ce qui confirme que les résidus sont des bruits blancs et le modèle autorégressif d'ordre 1 est alors à retenir. Voilà le graphe du résidu. On peut voir que le résidu, voilà, il est à l'intérieur de l'intervalle. Ici, c'est la série prévue qui est en vert et la série actuelle de l'autorégressif d'ordre 1, c'est la série en rouge. Bon, on peut essayer d'estimer d'autres modèles pour voir est-ce qu'on peut avoir d'autres modèles pour faire la prévision. Choisissons par exemple le cas de moyenne mobile d'ordre 1. On peut voir aussi que le moyenne mobile, le coefficient de la moyenne mobile est inférieur à 5%. A priori, on peut retenir la moyenne mobile. Les résidus sont aussi des bruits blancs, donc le moving average ou bien la moyenne mobile est aussi un modèle qu'on peut retenir. Voilà la représentation des résidus et de la série moving average. De même, on peut essayer de voir l'autorégressif d'ordre 2. Mais ici, remarquons que le coefficient
pour la valeur retardée d'ordre 2 n'est pas significatif. Donc ici, ça confirme que le modèle autorégressif d'ordre 2 est à rejeter. De même, on peut aussi voir le cas d'un modèle ARMA, par exemple 1,1. Vous pouvez observer que le coefficient du moving average d'ordre 1 n'est pas significatif. Donc, le modèle ARMA 1,1 est aussi à rejeter puisque le coefficient ici n'est pas significatif. Donc, à chaque fois qu'on va estimer le modèle et on va trouver un coefficient qui est non significatif, donc le modèle est à rejeter. Un autre test qu'on peut faire, c'est le modèle Moving Average d'ordre 2. On peut voir que le Moving Average d'ordre 2, c'est un modèle qu'on peut retenir. Pourquoi? Parce que les coefficients sont significatifs et on peut vérifier que les résidus sont des bruits. En fin de compte, on peut voir que on a plusieurs modèles, soit l'autorégressif d'ordre 1, le Moving Average d'ordre 1, soit le Moving Average d'ordre 2, mais il est à signaler qu'a priori, d'après la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle, le modèle autorégressif d'ordre 1 est préférable. Mais on peut vérifier ceci à l'aide de la statistique d'Akaïk pour comparer entre ces deux modèles, puisqu'on a dit que généralement il faut choisir le modèle qui un retard le plus faible possible, par exemple entre le moving average d'ordre 1 et le moving average d'ordre 2, il est préférable de choisir le moving average d'ordre 1. Donc il nous reste maintenant juste à comparer entre le modèle autorégressif d'ordre 1 et le moving average d'ordre 1. D'après l'estimation, d'après les coefficients, on peut remarquer que le coefficient archaïque, ici ça c'est le coefficient archaïque 3,53. Par contre ici c'est 3,54. Donc la valeur la plus faible c'est celle du modèle autorégressif d'ordre 1. La même chose, on peut vérifier ça à l'aide de critères de Schwartz. À l'aide de critères de Schwartz, la valeur minimale c'est celle aussi du modèle autorégressif d'ordre 1. Une autre méthode de comparer, c'est le R au carré. On peut même comparer à l'aide de R au carré. On peut voir que le R au carré du modèle autorégressif, il est plus élevé que celui de moyenne mobile. Donc le modèle pour faire la prévision, c'est le modèle autorégressif d'ordre 1. On peut passer au logiciel eViews pour voir la prévision. Voilà. Donc ça c'est la série prévue pour l'année 2015. Ça c'est la série actuelle, la série prévue et le résidu. On peut voir la différence entre la valeur actuelle et la valeur prévue doit être la plus faible possible. La série actuelle et la série prévue sont représentées ici par le graphe suivant. Et merci pour votre attention.